Bonjour et bienvenue dans Justice et Société, l'émission consacrée au fonctionnement du système judiciaire dans notre pays. Pour ces numéros, nous allons aborder un thème très important qui est détournement des fonds publics en RDC. Quelle responsabilité pénale pour les autorités publiques? Justice et Société. Le scandale lié au détournement de fonds publics crée régulièrement la chronique. Des millions, parfois des milliards de francs congolais disparaissent de caisses de l'État sans que les auteurs soient inquiétés. Au-delà de l'indignation, que prévoit réellement la loi congolaise? Quelles sont les responsabilités pénales encourues par les autorités et jusqu'où peut aller la justice? Toutes ces réponses, vous les aurez au cours de cette émission que nous avons l'honneur de recevoir pour vous à ces jours. Maître Kouchi Ndenganga, avocat au barreau de Kinshasa, Matete, à qui je dis bonjour, bienvenue. Bonjour madame, merci. Comment vous allez, maître? Oui, ça va. Alors maître, avant d'aller plus loin, qu'est-ce qu'on peut comprendre d'abord par les termes détournement des fonds publics selon le droit congolais? Merci madame pour l'invitation. C'est un sujet qui reste d'actualité parce que le détournement est en pleine expansion en République démocratique du Congo, qui est un pays en voie de développement, donc un pays qui a besoin de ressources pour mettre en œuvre ses politiques publiques, notamment celles en lien avec le développement de son économie et même le développement de ses infrastructures. Mais vous constaterez qu'en République démocratique du Congo, les infrastructures de base ne sont pas vraiment développées. Les écoles ne sont pas construites dans certains endroits où ça devait l'être. Il y a un problème des infrastructures routières. Bref, les fonds publics qui sont destinés à soutenir ces politiques publiques sont déviés, détournés par les individus, les personnalités qui occupent les fonctions élevées au sein de l'État, donc c'est un problème. Et d'un autre côté, vous l'avez relevé à l'entame de cette émission, il y a de l'indignation, vous le remarquez effectivement, la réaction, notamment dans des réseaux sociaux. C'est à juste titre, parce qu'en réalité, un détourneur des deniers publics, c'est un criminel intellectuel qui est en train de priver toute une génération de ses moyens pour son développement. Donc c'est un sujet qui reste d'actualité. Maître, alors maintenant, s'agissant effectivement de la définition, puisqu'il faut donner une compréhension précise de cette notion, alors il faut retenir que le détournement des deniers publics s'entend en droit comme le fait pour une personne chargée de responsabilités étatiques d'utiliser à ses propres fins les fonds publics qui sont mis à sa disposition pour la réalisation d'une mission qui est une mission d'intérêt général. Donc un détourneur des deniers publics, c'est d'abord une personne qui est investie de charges publiques. Il peut s'agir d'un ministre, il peut s'agir d'un mandataire public, il peut s'agir d'un gouverneur. Donc à tous les échelons des responsabilités étatiques, tant au niveau national, au niveau provincial, pourquoi pas au niveau local. Donc voilà ce que l'on peut comprendre en un mot par les détournements des deniers publics. Maître, qui peut être poursuivi en fait pour détournement? C'est seulement réservé uniquement aux agents de l'État ou il y a d'autres catégories de personnes qui peuvent être aussi poursuivies pour détournement? Oui, effectivement, ce sont des agents de l'État, des personnes qui ont la charge de l'État, les responsabilités de l'État, des personnes qui détiennent des fonds de l'État, des fonds publics pour œuvrer dans leur secteur d'activité bien déterminé. Donc ce sont des personnes publiques qui peuvent être poursuivies du chef de cette infraction. C'est réservé exclusivement aux personnes publiques, les gens qui travaillent dans les administrations? Évidemment. Ok. Est-ce qu'il y a une différence entre, parce qu'on entend souvent parler de la corruption et de l'autre côté du détournement, est-ce qu'il y a une différence entre ces deux termes? Oui, les points communs, parce qu'en fait, à mon entendement, ce sont des revers d'une même médaille. Parce qu'en réalité, dans tous les deux cas, ce sont des infractions qui sont commises par des personnes qui sont investies des charges, des responsabilités de l'État. Mais en matière de détournement, vous remarquerez que la personne qui détourne a reçu de l'État les fonds à sa disposition pour les utiliser dans un secteur d'activité bien déterminé, mais ce qui n'est pas réalisé. Par rapport à la corruption, c'est
Maintenant, la corruption, c'est que la personne qui assume les charges de l'État conditionne l'exercice de ses fonctions à des dons, à des donations, à des promesses qui sont reçues de la part des personnes, d'une personne qui vient effectivement, qui a droit effectivement de bénéficier de services de l'État. Oui, maître, on parle du détournement. Pour parler concrètement du détournement, quels sont les éléments constitutifs de cette infraction? Est-ce qu'il y a des éléments qui doivent être réunis pour parler du détournement? En droit congolais, par exemple. Bon, en premier lieu, on l'a relevé ici, il faut qu'il s'agisse d'une personne qui assume les charges de l'État. Mais l'élément matériel, c'est qu'il doit s'agir des fonds qui sont mis à sa disposition pour la réalisation d'un intérêt général. Mais ces fonds-là ne sont pas utilisés pour ces fins-là. Ces fonds sont utilisés à des fins privées. On parle aussi... À ce moment-là, on parle du détournement des deniers publics. On parle aussi des éléments moraux. Est-ce qu'on peut avoir les explications par rapport à ça? Bon, l'élément moral, c'est l'intention de nuire, puisqu'en fait, la juridiction doit déterminer qui juge. La juridiction qui juge doit déterminer que la personne qui a commis le forfait était effectivement animée de l'intention de nuire. Et effectivement, en matière de détournement, généralement, la violation flagrante des consignes est considérée comme étant un élément constitutif de cette infraction-là. Et puisqu'il y a eu quand même des procès de détournement, que nous avons suivi, voyez, madame, lorsque un ministre enjambe l'administration qui a un service à sa disposition et lui qui pilote un projet, parce qu'au sein de l'administration, il y a plusieurs services confondus. Je crois que cet élément-là peut aussi être considéré comme un élément intentionnel. Donc on peut aussi déduire de cet acte-là un ministre qui ne fait pas recours à ses services administratifs. Il s'appuie sur son bureau, son cabinet. Cet élément-là est aussi un indicateur important pour parler de l'élément intentionnel de détournement des deniers publics. On parle des éléments matériels, il y a les éléments moraux et puis... Oui, il y a ces deux éléments-là qui sont mis en exergue pour définir cette infraction de détournement des deniers publics. Par rapport au... Parce que vous avez dit les détournements concernent des agents de l'État, les agents de l'État en fait, qui travaillent dans des institutions publiques, le ministre et consorts. Quelle peine encourt une personne reconnue coupable du détournement? La peine qui est prévue par la loi, c'est celle qui va d'une année à 20 ans, de travaux forcés. Donc je crois qu'on a parlé longuement une fois déjà avec vous de cette prévention-là. Alors bien que moi je considère que cette infraction-là n'a pas vraiment de rendement, parce qu'en réalité on n'applique plus les travaux forcés. C'est une peine qui est... En fait, la peine qui est applicable, c'est la privation de liberté. Parce que quand une personne est assujettie aux travaux forcés, elle est appelée à exécuter des travaux. Et généralement, ce sont des travaux qui sont en lien avec le développement économique du pays. Pour moi, je crois que cette infraction-là n'est pas vraiment à l'ordre du jour. Alors, s'agissant toujours de cette infraction-là, il y a un débat qui a émergé. À un moment donné, c'était de dire que cette infraction-là a été supprimée. L'infraction sur les travaux forcés. Les travaux forcés, ce qui est inexact. C'est une infraction qui existe. La confusion est partie, je crois, de la mauvaise interprétation de la Constitution qui prévoit qu'aucune personne ne peut être assujettie contre sa volonté à des travaux forcés. Mais lorsque c'est dans un cadre légal, c'est un cas tout à fait exceptionnel, puisque ça, c'est dans le cadre de l'application de la loi. Donc cette infraction-là des travaux forcés existe effectivement dans la nomenclature des sanctions qui sont prévues dans notre code pénal. Alors il faut aussi parler en matière toujours de la responsabilité pénale. Il faut aussi relever qu'une personne qui est condamnée, le juge est amené aussi à appliquer la sanction de l'inéligibilité, c'est-à-dire la personne qui a détourné est devenue inéligible et il ne peut même pas avoir droit de voter. Donc il a perdu et les droits de vote et les droits d'éligibilité. Donc ces droits-là sont perdus, mais il faudrait quand même mentionner que cette infraction-là de l'inéligibilité s'applique lorsque la personne a déjà épuisé sa peine principale qui est celle des travaux forcés. Alors s'agissant toujours
de la responsabilité pénale, la personne qui est condamnée est privée d'accès aux fonctions publiques. Okay. Parce que quand on gère les affaires de l'État, on doit faire montre d'une certaine honnêteté. Alors une personne qui est malhonnête, parce que déjà condamné du chef de cette infraction, ne peut pas accéder à des fonctions au niveau de la fonction publique à quelque niveau que ce soit. Selon vous, maître, qu'est-ce qui favorise aujourd'hui en RDC en fait, le détournement de fonds? Oui, au fait, peut-être pour finir sur la liste des préventions, il y a aussi la privation au droit à la liberté conditionnelle, hein, qui est aussi fixée par notre code pénal, en termes toujours des sanctions qui sont applicables. Voilà. Je disais tantôt, selon vous, qu'est-ce qui favorise au fait la corruption en RDC? Parce qu'on assiste tout le jour, tout le mois. Vous ne pouvez pas passer 2 ou 3 mois comme ça sans parler du détournement par-ci, par-là. Qu'est-ce qui favorise cela? S'il n'y a pas les contrôles, qu'est-ce qui favorise au fait la corruption, en fait, les détournements de fonds en RDC? Je crois qu'il y a des éléments qu'il faut mettre en évidence. Vous l'avez suggéré, l'absence de contrôle, effectivement. C'est un élément qui est vraiment un facteur, hein, un facteur qui participe à la réalisation de cette infraction-là. Alors, l'inspection générale des finances mène effectivement ces enquêtes a priori comme a posteriori. Je crois qu'il faut continuer sur cette lancée-là. Il faut continuer sur cette lancée et si le contrôle est accentué, ça peut dans une certaine mesure ralentir, si pas effacer. Alors, à part les contrôles, les sanctions, je crois qu'il y a aussi insuffisance de sanctions. Il faut vraiment sanctionner, parce que quand on sanctionne, ce n'est pas bien que la personne sanctionnée demain puisse recouvrer sa liberté. Parce qu'on assiste à ça, on voit, hier, la personne a été condamnée, par exemple, il a été condamné pour 10 ans ou 15 ans pour détournement, et après, demain, on le voit en liberté, et puis exercer aussi les fonctions publiques. Et puis l'échantillon que vous voyez des gens qui sont jugés, je crois que c'est un faible échantillon, il faut le relever, parce que les détourneurs des deniers publics sont là. Et ils opèrent en toute impunité en République démocratique du Congo. Il faut vraiment organiser une stratégie pour traquer ces détourneurs des deniers publics. Je crois que... Et il y a IGF, il fait son travail. Oui, effectivement, l'IGF fait son travail, il fait bien son travail, mais il faut renforcer effectivement les moyens nécessaires pour permettre à cette institution de bien réaliser sa mission. Parce qu'au fait, en matière de détournement, il y a une certaine subtilité. Vous savez, souvent, vous voyez un ministre qui effectue un paiement, par exemple, dans le cadre d'un projet qu'il pilote. Vous recevez un paiement en tant que prestataire. Parce que vous savez que souvent, là, par un effet retour, les prélèvements sont effectués sur les mêmes sommes, mais qui revient à la personne qui a... Vous voyez un peu des pratiques qui... Donc c'est quelque chose qui est sérieux et pour ça, il faut vraiment des gros moyens et équiper effectivement les agents de l'IGF. Pas seulement l'IGF, mais aussi il y a un cadre institutionnel là-dessus. Peut-être on a prévu d'aborder, il y a les parquets, les cours et tribunaux qui doivent être suffisamment motivés pour traquer. Selon vous, ils ne sont pas motivés? Ils ne sont pas motivés, les parquets, les cours et tribunaux? Bon, je crois qu'ils sont suffisamment motivés, mais je constate aussi que cet échantillon-là, des gens qui sont déférés devant les cours et tribunaux, c'est un échantillon qui est faible. Voilà. Donc il y a un problème. Peut-être qu'il faut voir qu'est-ce qu'il faut faire pour renforcer davantage leurs moyens d'action. Mais il y a vraiment un problème qui est récurrent, qui est sérieux. Bon, on assiste à ce que tu vas voir une personne qui a été condamnée hier et aujourd'hui la personne est lavée. Qu'est-ce qui se passe? Bon, il faut voir pourquoi est-ce que la personne est dehors. Peut-être parce qu'il est allé à l'appel. Il est blanchi, voilà. Et blanchi par voie d'appel. C'est pourquoi est-ce que voilà, il ne faut pas qu'il y ait de la complaisance. Parce qu'on peut être blanchi, lavé au niveau d'appel. Ce qui est le cas souvent. Voyez-vous? Alors, il ne faut pas que ça soit de la complaisance. Et si c'est une décision qui a été rendue en toute impartialité, là, on est d'accord. Mais si c'est par des combines, là, c'est un problème. Puisqu'en fait, là, comme nous avons dit, c'est une infraction qui met à mal le développement économique de l'État.
Maître, quelles sont des juridictions compétentes pour juger un détourneur, par exemple? La personne qui est pour juger un détourneur, la personne qui est poursuivie pour détournement. Quelles sont les juridictions compétentes? Bon, toutes les juridictions, la police aussi, il faut dire, hein, il y a les parquets qui est là, il y a les cours et tribunaux. Vous voyez que la Cour constitutionnelle, par exemple, juge le président, le premier ministre. Et il y a la Cour de cassation qui juge les ministres et puis les députés. Les cours d'appel sont aussi là. Bref, ça dépend effectivement de la compétence. La question de la compétence, c'est une question technique qui est appréciée en fonction des circonstances. Les juridictions, vous avez dit, il y a... Tous les cadres juridiques qu'il y a en République démocratique du Congo. Sont compétents pour juger. Je vous ai dit ici que le détournement peut se commettre à plusieurs échelons de responsabilité du ministre, même à l'administrateur du territoire. Quand il reçoit des fonds de l'État, il peut être jugé. Il est aussi poursuivi pour détournement. Mais s'il reçoit du fonds de l'État qu'il détourne pour la réalisation d'une mission, voilà. Alors maintenant, la compétence va s'apprécier en fonction des rangs, parce qu'au Congo, il y a les bénéficiaires des juridictions, des privilèges des juridictions, qui sont des gens qui sont au premier degré jugés directement devant la Cour de cassation, par exemple. Mais qui est jugé pour la corruption, en fait? Parce qu'on parle, les agents de l'État sont beaucoup plus poursuivis pour détournement. Mais pour la corruption, qui est jugé pour la corruption? Oui, effectivement, en matière de corruption, il y a d'abord un agent de l'État qui reçoit... C'est aussi un agent de l'État, oui. Oui, qui reçoit les sommes d'argent, les promesses, les faveurs de la part d'un administré. Voyez-vous, ça peut être vous, ça peut être moi. Mais on ne peut pas conditionner l'exercice des attributions étatiques à des versements, à des pots de vin. Mais la personne qui remet des sommes d'argent à un agent de l'État, à un juge par exemple, parce que vous avez besoin d'une décision de justice en votre faveur, puisqu'il s'est passé des choses souvent, lors des contentieux électoraux, il se passe des choses. Il y a même des juges nous avons entendu qu'il y a même des juges qui se sont fait filmer en train de recevoir des sommes d'argent de la main des justiciables, parce qu'on veut devenir député. On veut devenir sénateur. Alors, à partir du moment où vous recevez effectivement les sommes d'argent d'une tierce personne, d'un service de l'État. Voilà, quelqu'un qui vous donne de l'argent parce qu'il a besoin d'une décision à sa faveur, je crois que c'est déjà un problème qui peut être considéré comme étant l'infraction de corruption. Comment on arrive au fait à déclencher la procédure pénale par rapport à un détourneur? La personne peut-être est suspectée de détourner les biens de l'État. Et comment on déclenche comment on arrive à poursuivre la personne? Les étapes, quelles sont les étapes pour poursuivre une personne qui est poursuivie pour détournement? Bon, il y a d'abord l'instruction préjuridictionnelle au niveau du parquet qui mène d'abord des enquêtes, parce que quand il y a les allégations de détournement qui sont portées à la connaissance d'un magistrat, il doit d'abord mener les enquêtes. Les parquets mènent les enquêtes. Le parquet peut entendre les gens, le parquet peut analyser les pièces à sa possession. Et le parquet peut même effectuer des descentes sur les lieux pour cerner les contours des faits qui sont... soumis à son examen. Maintenant, quand le dossier est suffisamment étoffé, c'est alors que le parquet va présenter les dossiers au juge qui doit effectivement juger et prononcer éventuellement des sanctions en cas de condamnation. Au cas où la personne bénéficie des immunités comme un député, c'est la même procédure? La différence entre, par exemple, le ministre, un DG, est-ce qu'il n'y a pas une différence de la manière dont la procédure est entamée? Bon, un ministre, un député on doit d'abord procéder à la levée des immunités qui est un préalable parlementaire qui les couvre. Dès que la procédure est levée, la personne peut être déférée devant les parquets. Alors pour le cas des ministres, je crois qu'il y a des cas. Il y a un récent cas ici que nous connaissons où le ministre a été contraint à présenter sa démission conformément aux prescrits de la loi. Donc c'est ça la procédure. Et par rapport au fait
quand on veut poursuivre un ministre ou un DG, il y a une différence. Par exemple, c'est un DG, est-ce que le DG n'est pas couvert des immunités? Mais le ministre ou député sont couverts des immunités. La différence entre les deux, c'est quoi, concrètement? Bon, au fait, la procédure, c'est que quand vous voulez poursuivre un DG, un ministre, ça dépend de la démission qu'il est tenu ou pas de présenter, mais dans tous les cas, c'est ce que la procédure prévoit. Un directeur général est bénéficiaire des privilèges des juridictions en ce qu'il ne peut pas être entendu devant ou jugé devant son juge naturel. Il est déféré devant la juridiction supérieure, la cour d'appel qui les juge. Alors en ce moment-là, c'est comme ça qu'il est jugé. Donc on considère qu'il a quand même des privilèges. Et on s'est dit qu'il ne peut pas être jugé devant la juridiction inférieure. Il faut qu'il soit jugé devant une juridiction supérieure. Est-ce que selon vous, les institutions judiciaires sont indépendantes pour juger le détournement? Est-ce qu'ils sont indépendants? Ils ne sont pas influencés parce que c'est un député, parce que c'est un ministre, il n'y a pas d'influence extérieure. Ils sont indépendants pour juger le détourneur des fonds publics. Oui, effectivement, il y a un problème parce que les détourneurs des fonds publics, c'est des personnes qui assument des fonctions et donc peuvent exercer une certaine influence. Ils sont susceptibles donc d'exercer une certaine influence sur la justice. Ce n'est pas à écarter parce que c'est quand même des messieurs, des gens qui ont des moyens. Ils peuvent effectivement influer sur la procédure en cours. C'est ainsi que la loi a prévu qu'ils soient jugés devant la juridiction supérieure pour éviter effectivement ces éventualités. Et après la condamnation, est-ce que la personne peut faire l'appel? Et il n'y a pas des exceptions parce qu'on dit que la personne est jugée au premier ressort et au dernier. Qui est censé de faire l'appel après la condamnation due au détournement des fonds publics, par exemple? Bon, lorsqu'on est jugé devant les juridictions supérieures comme la Cour de cassation et la Cour constitutionnelle, je crois que c'est des juridictions qui statuent en premier et dernier ressort, donc on ne peut pas faire appel. Parce que la Cour constitutionnelle, par exemple, statue en premier et dernier ressort. Cependant, lorsque l'on est jugé devant les juridictions inférieures, comme le tribunal de grande instance ou la Cour d'appel, là, on a la possibilité effectivement de faire appel. C'est ainsi qu'une certaine opinion estime que quand on parle des privilèges des juridictions, en réalité, ce ne sont pas des privilèges parce que la personne n'a pas la possibilité de soumettre pour la deuxième fois l'examen de son dossier devant un juge, si vous êtes directement jugé devant la juridiction élevée. Alors que si vous êtes jugé devant une juridiction inférieure, vous avez cette possibilité-là de former appel. Mais la règle est que toute personne qui n'est pas satisfaite de la décision prononcée par un juge a le droit, effectivement, de pouvoir faire appel contre sa décision. Mais qu'est-ce qui fait que la personne qui était condamnée avant, par exemple, par la Cour de cassation ou la Cour constitutionnelle, la personne fait appel, après la personne est blanchie? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que par exemple, la personne, le jugement n'est pas été équitable ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bon, au fait, les juges d'appel qui examinent les dossiers, ces juges-là est indépendant. Il n'est pas soumis à la décision qui a été prononcée par les premiers juges. C'est-à-dire qu'il analyse en âme et conscience et en toute liberté. Il n'est pas lié par ce qui a été décidé avant lui. D'ailleurs, c'est lui qui est l'autorité hiérarchiquement. La juridiction d'appel est la juridiction qui contrôle les décisions rendues par les juridictions inférieures. C'est lui l'organe de contrôle, l'organe juridictionnel établi par la loi pour contrôler les décisions qui sont rendues par le juge inférieur. Donc il a ces droits-là de censurer. L'œuvre du premier juge ici, il estime que les droits n'ont pas été bien dit. Mais vous voyez que nous estimons et souhaitons que les mobiles politiques ne puissent pas intervenir pour motiver certaines décisions judiciaires. Je crois que dans des pays qui se cherchent encore, ce n'est pas rare qu'une décision juridictionnelle soit influencée. Voilà.
Parce qu'on a parlé tantôt, il y a parmi les organes qui contrôlent les détourneurs, les agents publics, les agents de l'État, il y a aussi le Cour des comptes. Quel est le rôle de Cour des comptes dans la lutte contre ces fléaux du détournement? C'est un organe technique au service du Parlement, de l'Assemblée nationale, parce que l'Assemblée nationale exerce notamment la mission de contrôle. Il fallait aussi parler de l'Assemblée nationale, le contrôle politique, qui peut aboutir à la déchéance du gouvernement, et même soit à une motion de défiance ou de censure. Mais cette Assemblée nationale-là a comme service technique à son appui la Cour des comptes, pour lui donner effectivement des moyens techniques. En cas de condamnation, est-ce que, parce qu'il y a, on a entendu déjà des gens ici être condamnés et puis le juge demande les remboursements des fonds, est-ce que c'est obligatoire? Si la personne est condamnée, du détournement, elle avait par exemple détourné un fonds destiné à un tel projet et à la fin la personne est condamnée, est-ce que c'est obligatoire de rembourser l'argent de l'État? Oui, effectivement, les juges doivent prononcer effectivement les remboursements des sommes perçues. Peut-être qu'on a oublié de mentionner cela. Et les juges ont même les devoirs de prononcer la confiscation des biens de la personne condamnée. Donc les sommes qui sont perçues doivent effectivement retourner dans la caisse de l'État et les juges ont les devoirs de prononcer cette peine-là, cette sanction-là. Et il ne faut pas oublier qu'au-delà de ces sommes-là, il y a aussi la condamnation au dommage et intérêt qui peut effectivement peser sur la personne condamnée. Est-ce qu'il y a, selon vous, quelles sont les réformes le gouvernement doit apporter pour lutter contre les détournements aujourd'hui en RDC? Merci pour la question. Je suis de nature réformateur. Mais sur cette question des réformes pour notamment ces cas de détournement, je considère que notre cadre normatif et même institutionnel est suffisamment, je vais dire, établi pour pouvoir entreprendre des sanctions. C'est-à-dire les lois qu'il y a en République démocratique du Congo, ces lois-là sont des lois qui peuvent effectivement faciliter la prise en charge et le déclenchement des actions judiciaires à l'encontre des personnes qui détournent. Le problème, c'est peut-être lié à la mise en application de ces lois-là. Peut-être qu'il y a des lois qui peuvent être revues, mais dans l'ensemble, notre cadre juridique est suffisamment fait pour pouvoir lutter contre ces phénomènes-là. Il y a les cadres institutionnels aussi, au-delà du cadre juridique, qui sont les institutions, notamment les parquets, les cours et tribunaux. Donc, je crois personnellement, on peut parler des réformes peut-être plus tard, mais il faudrait d'abord mettre en œuvre cette politique-là de répression contre les actes de détournement. Si on commence maintenant à sanctionner sérieusement, à appliquer les lois qui existent déjà en République démocratique du Congo, si on met en application la ferme volonté politique impulsée par les chefs de l'État, je crois qu'il y aura un changement. Parce que lorsque les régimes ici étaient mis en place en 2019-2018, je crois que certains ministres qui détenaient les sommes de l'État avaient commencé à restituer, soit des sommes qui étaient allouées pour les travaux, qui étaient gardées par certaines autorités. Ils avaient commencé d'eux-mêmes à retourner à restituer certaines sommes. Donc je crois que si aujourd'hui, on applique fermement les lois qui existent déjà en République démocratique du Congo, nous pouvons quand même obtenir des résultats escomptés et faire en sorte que les sommes d'argent qui sont dilapidées par les autorités publiques puissent revenir dans la caisse de l'État. Et peut-être qu'on peut aussi éviter ces faits-là. Et je voudrais profiter pour dénoncer quand même un phénomène que nous observons. Et ces phénomènes-là, on l'observe au niveau des régies financières. Oui. Alors, vous voyez que l'agent qui vous dit que vous avez à payer une certaine somme d'argent,
la taxation, c'est 100 000 $ par exemple. Ok. Alors lui vous dit que vous devez payer 100 000 $. C'est comme ça que vous êtes redressé. Mais il vous demande de payer seulement 20 000 $ dans la caisse de l'État. Et en contrepartie, vous lui remettez 30 000 $. Oui. Donc il considère qu'il vous a fait la faveur de ne pas payer 50 000 $. Ok. Et ces pratiques-là, si vous allez dans des services d'assiette... Normalement, le frais, c'est 100 000 $. Oui. Il vous demande de payer 20 000 pour lui donner 30 000 $. Oui. Si vous allez dans des services d'assiette, dans des régies financières, vous allez comprendre que cette pratique-là existe. C'est ainsi que nous disons que les agents de l'IGF doivent être suffisamment outillés pour traquer effectivement des gens qui font ce genre de pratiques. Vous voyez des immeubles émergés de terre, 10 niveaux, pour une seule personne. Oui, où a-t-il trouvé l'argent? Peut-être qu'avant d'entrer en fonction, on a présenté l'état des biens, la possession des biens, mais quand on sort, est-ce qu'on fait effectivement le contrôle? Et quand on constate qu'il y a des indices d'accumulation exagérée, par exemple, d'accumulation des richesses, est-ce qu'on poursuit? Est-ce qu'on appelle effectivement les ministres à venir rendre des comptes? Pour savoir, avant d'entrer en fonction, je n'avais pas de maison. Maintenant que je sors avec 10 maisons, pendant 5 années où est-ce que j'ai trouvé cet argent? Où est-ce que j'ai trouvé cet argent-là? Je crois qu'il faudrait effectivement exercer ces contrôles-là à la fin des mandats des personnalités publiques. Maître, selon vous, qu'est-ce qui explique la poursuite minime des agents de l'État? Parce qu'il y a l'IGF, il y a le Cour des comptes, il y a la Cour des comptes, il y a l'Assemblée nationale qui sont censés de contrôler les agents de l'État. Mais qu'est-ce qui explique? Parce que si on regarde sur 100%, c'est même pas 10% des agents de l'État qui sont poursuivis par la justice. Mais quand vous regardez bien, il y a des détournements qui se font du jour au lendemain. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui explique cette carence-là? Au fait, c'est un système. Le système est ainsi concis. Le problème, c'est qu'il faudrait déboulonner ce système-là. Je crois que le président avait lancé ce mot d'ordre-là à un moment. Et si on arrive à démanteler les systèmes, et vous allez voir que les choses vont changer. Parce qu'à un moment donné, l'ancien conseiller du chef de l'État en matière de la gouvernance, c'est le professeur Luzolo, l'ancien conseiller du chef de l'État Kabila, avait déclaré qu'il y a des millions de dollars qui échappent au pouvoir public. Et ces millions sont détournés par des individus. Et il y a même des gens qui, après avoir détourné, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller brasser ces sommes d'argent dans des opérations illicites pour occulter l'origine infractionnelle et les sommes que vous avez reçues de l'infraction. Pour étouffer, occulter l'origine infractionnelle de ces sommes-là, vous allez investir dans d'autres activités qui sont des activités régulières. Et en dehors de ces pays, il y a même des paradis fiscaux qui sont des endroits où des détourneurs peuvent aller pour aller brasser ces sommes d'argent. Et voilà que, on va dire, ce sont des sommes régulièrement acquises, alors que c'est des sommes d'argent qui découlent des activités qui sont illicites. Alors, heureusement qu'en République démocratique du Congo, il y a un service qui s'occupe effectivement des blanchiments, du blanchiment de l'argent sale. Okay. Ouais. Selon vous, comment renforcer la traçabilité et la transparence des dépenses publiques en RDC? Bon, au fait, il faut exiger effectivement des ministres qu'ils puissent, à chaque fois qu'ils sont en train de retracer leurs activités, notamment financières. Et quand quelqu'un retrace, il faut aussi contrôler, non? Parce que quand moi je retrace, vous ne contrôlez pas. Vous voyez que c'est de l'impunité. Je crois que ça doit effectivement être retracé. Parce que ce qui est dépensé est retracé, mais ce qui est détourné, souvent n'est pas retracé. Okay. On ne retrace pas ce qui est détourné. D'ailleurs, on s'arrange à effacer les traces de l'infraction. Parce que quand quelqu'un qui pratique la corruption reçoit les sommes d'argent, il ne vous dit pas que ces sommes d'argent proviennent de la corruption. Parce qu'on ne va pas faire un document, il n'y a pas de traçabilité, au fait, l'effet n'est pas documenté. Mais je crois que la tenue de la comptabilité publique exige une certaine traçabilité.
Et je crois que tout doit se faire dans la transparence telle que prévue par la loi. Maître, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Selon vous, est-ce que la population a un rôle à jouer pour dénoncer en fait, les détourneurs de fonds publics, pour lutter contre le détournement et comme ça? Les lanceurs d'alerte, effectivement, doivent s'activer. La population doit s'activer, effectivement, pour dénoncer. Et je crois que la population, quand même, les fait. Hein? Vous savez, quand vous avez vent d'un cas, vous pouvez balancer dans des réseaux sociaux. Actuellement, c'est un outil efficace pour véhiculer les informations. Mais je voudrais quand même interpeller, parce qu'au fait, moi, je conçois mal, honnêtement, qu'un ministre qui assume ses fonctions, mais à un moment donné, il passe outre l'administration publique. C'est ainsi que je tenais à profiter de votre plateau pour interpeller Madame la Première ministre. Je crois qu'il doit quand même instruire les ministres de ne pas passer outre l'administration. Un ministre qui passe outre l'administration dans l'exécution d'un projet, ce fait-là est déjà un indicateur. Pour parler du détournement, on a parlé de l'élément intentionnel. Je crois que par voie d'un arrêté, Madame la Première ministre doit prendre une décision, instruire ces ministres effectivement, de pouvoir, à chaque fois qu'ils sont sur un projet, se référer au service. Mais je souhaiterais même qu'à la longue, cela soit coulé sous forme de loi. Que la loi puisse prévoir effectivement tout cela, parce que moi, j'ai toujours foi à la loi. Et je considère que tout ce que le législateur n'a pas prévu, ce n'est pas du bon droit. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Maître, un mot de la fin. Qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à cette émission aujourd'hui? Il faut retenir que le détournement des deniers publics, c'est une infraction qui est commise par une personne qui est investie d'une certaine autorité au niveau de l'État. Et je crois que c'est puisque c'est une personne qui a le pouvoir de l'État, il est facile de l'identifier. Alors le problème, c'est que les mécanismes de contrôle qui existent doivent être activés pour pouvoir sanctionner sévèrement ces cas-là, identifiés des détournements des deniers publics. Okay. En fait, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Maître, merci à vous de répondre à notre invitation. Merci à vous. Voilà, nous sommes arrivés à la fin, comme je viens de le dire. Nous avons eu à aborder un thème très important qui est détournement des fonds publics en RDC. Quelle responsabilité pénale pour les autorités publiques? On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Bye.